If you feel like the Cold War with Russia is heating back up again. The old Cold War. This is now a Cold War. And in terms of Cold War. Cold War. Depuis le début du conflit en Ukraine, la guerre froide n'a jamais été autant d'actualité. Pourtant, si les États-Unis sont en guerre froide avec un pays, c'est moins avec la Russie de Vladimir Poutine qu'avec l'autre superpuissance du moment, la République populaire de Chine. La chose la plus taboue en ce moment est d'attiser les flammes et de pousser à la guerre. Dans cette nouvelle guerre froide, l'Amérique ne gagnera pas non plus. Pour les Chinois, la guerre froide avec les États-Unis a commencé à la fin de la dernière guerre froide, en 1989. En 1989, à la fin de la guerre froide, la Chine a connu la crise de la place Tiananmen. Et le gouvernement chinois était très inquiet d'être le prochain sur la liste. Je ne crois pas que cela ressemblera à l'ancienne guerre froide, car c'est impossible pour les États-Unis de contenir la Chine. C'est impossible. La Chine est l'adversaire numéro 1 des États-Unis et est désignée comme l'ennemi numéro 1. Who succeeded? Autocracy or democracy? Because that is what is at stake. L'équilibre stratégique du pouvoir a basculé en 20 ans en faveur de la Chine. Il y a ici, de part et d'autre du Pacifique, les deux plus grandes puissances mondiales qui se font face. Donc il y a vraiment un risque important de déflagration. Le défi posé par la Chine aujourd'hui est bien plus sérieux que celui de l'Union soviétique vis-à-vis du monde libre pendant la guerre froide. Cette guerre froide entre la Chine et les États-Unis est une réalité militaire, technologique, diplomatique, commerciale et idéologique. Alors s'il ne devait y en avoir qu'une, quelle superpuissance sortirait vainqueur de cet affrontement pour le leadership mondial et surtout, à quel prix ? Au début du mois d'avril 2017, le président Donald Trump reçoit, pour une des plus importantes rencontres de son début de mandat, son homologue chinois, le président Xi Jinping. C'est leur premier face-à-face. Cette rencontre marque le regain de tension déjà très vive entre les deux superpuissances, car Donald Trump compte bien, de nouveau, faire entendre la voix de l'Amérique face aux géants chinois. Le 45e président des États-Unis a d'ailleurs fait de la Chine sa principale cible durant toute la campagne présidentielle. We have a $500 billion trade deficit with China. We're going to turn it around, and we have the cards. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. Au sein de l'administration Trump, deux camps s'affrontent. Les globalistes, enclins au dialogue avec Pékin, et les nationalistes, partisans d'une guerre commerciale avec la Chine. Parmi eux, le conseiller au commerce du président, Peter Navarro. Son film « Death by China », qui attribue à la Chine les problèmes économiques de l'Amérique, a attiré toute l'attention de Donald Trump. La Chine est devenue une menace parce que ses capacités ont considérablement augmenté ces 15-20 dernières années. La Chine a récolté d'énormes avantages grâce au libre commerce mondial. En à peine 20 ans, le rapport de force entre les économies chinoises et américaines s'est inversé. Point le plus douloureux pour l'Amérique,
Le déficit commercial entre les deux pays, il est passé de 83 milliards de dollars en 2001 à 400 en 2017. Alors, pour bousculer la Chine et son économie, Donald Trump déclenche une guerre commerciale. Not fair, not right. So we've placed massive tariffs on China, and the tariffs have really had a positive impact. Much more vibrant. L'augmentation des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine, ainsi que sur l'aluminium et l'acier, marque le début des hostilités. Trade war worries ignited. Massive tariffs. Is the trade war back on? Trade war. Trade war. Trade war. Full-blown trade war. With China. Trade war is also La guerre commerciale est une mesure d'urgence pour stopper l'hémorragie. Le déficit commercial s'élevait à près de 500 milliards de dollars chaque année. Et une grande partie de ce déficit était imputable à des pratiques trompeuses. Voilà pourquoi c'est une mesure d'urgence. Pour moi, quand je suis là-bas, je suis surpris par la surprise chinoise face à l'offensive de Donald Trump. C'est-à-dire que probablement les Chinois, comme beaucoup d'autres, y compris les Français, l'ont pris pour passez-moi l'expression, un clown. Et ont sous-estimé d'abord ses chances de gagner, ensuite de faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc les Chinois sont stupéfaits que les États-Unis osent s'en prendre à eux. 美方升级贸易摩擦、加征关税，不符合中美两国人民的利益，不符合世界人民的利益，将对世界经济产生衰退性影响。中方始终认为贸易战没有赢家，我们不想打，但也不怕打。中方不会接受任何极限施压和恐吓、讹诈。 Je pense premièrement que Trump est un populiste. Cela signifie que s'il espère obtenir le soutien des Américains ordinaires, il doit promouvoir l'America First au niveau international. Comme si les États-Unis étaient toujours numéro 1 dans le monde et que tous les autres pays devaient rester en queue de peloton. En outre, il a utilisé des mesures d'intimidation très grossières pour réprimer la Chine. Mais tôt ou tard, il faut le comprendre, la Chine dépassera les États-Unis. Et une fois que l'économie chinoise dépassera l'économie américaine, la Chine prendra son hégémonie aux États-Unis. Les Chinois pensent que c'est un jeu de rôle, que Trump a besoin d'une victoire rapidement pour montrer que, comme il l'a prétendu, l'Amérique est de retour et que seule la force lui permet d'obtenir quelque chose. Et ils lui font quasiment immédiatement d'énormes concessions commerciales. Et ça ne change rien. Rien. Parce que là n'est pas la guerre lancée par Donald Trump. Conflit commercial qui camoufle une guerre technologique. Au cœur de cette guerre technologique, Huawei, le géant chinois des télécommunications, accusé d'espionnage industriel par les autorités américaines. I am announcing that a grand jury in Seattle has returned an indictment that alleges 10 federal crimes by 2 affiliates of Telecommunications Corporation Huawei Technologies. Les États-Unis estiment donc qu'il doit y avoir une guerre entre eux et la Chine, et ils disent également à leurs alliés que l'Amérique va sûrement l'emporter et que la Chine va perdre. La désignation de la Chine comme un pays ennemi et de Huawei comme une entreprise hostile sert leur rhétorique guerrière. Ces accusations s'accompagnent de sanctions immédiates pour Huawei. Washington, sous l'influence du Conseil national de sécurité du président, interdit les équipements de la compagnie chinoise dans le futur réseau 5G américain. Les télécommunications sont stratégiques si vous souhaitez influencer un pays. Et donc, construire l'infrastructure des futures télécommunications, à mon avis, est bien plus efficace que d'utiliser une bombe pour la détruire. Si vous possédez l'infrastructure, alors vous possédez le pays. Pourquoi? Parce que vous pouvez contrôler l'information. Si vous ne possédez pas le système, vous ne contrôlez pas l'information. Et donc, si nous avions ouvert notre infrastructure, nous aurions été ouverts au contrôle. 美国、加拿大还有他的几个所谓的盟友，在世界范围里面极力想制造出一种使用了中国高科技通讯设备
就会被监听，就会被中国监听监视的这样的一种恐慌，它有任何的证据吗？没有。La guerre entre Pékin et Washington ne s'arrête pas là. Les autorités américaines ordonnent l'arrestation et la détention de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, qui est aussi la fille du fondateur du groupe. Arrêtée au Canada, Meng Wanzhou est placée en résidence surveillée dans l'attente de son extradition. Désormais, l'affaire Huawei n'est plus seulement une affaire juridique sino-américaine. Elle devient la partie émergée de l'affrontement idéologique entre les deux pays. Alors les Chinois font ce qu'ils savent faire, prennent un otage, deux otages, deux Canadiens, dont un ancien diplomate de l'ambassade du Canada qu'ils accusent d'espionnage. L'autre est un homme d'affaires, les deux Michael. Ils les enferment pendant 3 ans dans des conditions chinoises. Cellules sans fenêtre, lumière allumée 24 heures sur 24, assis par terre sur du béton, une visite par mois. C'est ça la prison en Chine. Il faut bien voir de quoi on parle. Ils étaient otages et ils n'allaient pas être libérés avant que Meng Wanzhou ne soit libéré. Il ne s'agissait pas d'une question juridique, ce n'était pas une question de principe liée à l'état de droit. Il n'a jamais été question de droit. Quand la Chine est concernée, il ne se soucie pas du droit. Il est clair que les Chinois ont vu cela comme un épisode de guerre froide. 3 ans plus tard, l'abandon des charges contre Meng Wanzhou entraîne la libération immédiate des 2 citoyens canadiens. La Chine s'était pourtant évertuée à expliquer au monde entier que les 2 affaires n'étaient pas liées. Pourtant, on assiste là à un véritable échange de prisonniers politiques. Le 25 septembre 2021, Meng Wanzhou rentre enfin au pays et son retour est retransmis 4 heures durant à la télévision nationale chinoise. After being detained for 1028 days, Ms. Meng finally returns home. Right now, here she is. Son discours à la descente de l'avion ressemble à s'y méprendre à celui d'une prisonnière politique qui foule à nouveau le sol de son pays natal. After he tortured us more than 1,000 days of waiting, I finally came back to the embrace of my motherland. It's a really big struggle for me. But when I came down and set foot on Chinese soil, I feel the warmth and I'm so thrilled. My motherland, right now, I'm back to you. Meng Wanzhou devient une icône pour toute une nation. Ce qu'elle a fait durant ces 1000 jours de détention, c'est de garder la foi, de persévérer, de refuser d'abandonner et de garder le moral pour elle-même d'abord, mais aussi pour tout un pays. Son histoire est racontée à l'école aux jeunes générations. Une histoire devenue le symbole de la résilience chinoise face à l'impérialisme américain. 看了孟晚舟女士回国的这个视频，觉得感受非常深刻。想着也教育我们的下一代，教育我们的孩子，能够树立爱国这样的信念。作为新时代的小学生，我们更应该珍惜时光，努力学习，锤炼品德，练过硬本领，日后 用行动深爱我们伟大的祖国。 La guerre froide entre la Chine et l'Amérique est désormais une réalité. Pourtant, 50 ans plus tôt, tout avait si bien commencé. « 1971. Au cours des championnats du monde de ping-pong qui se déroulent au Japon, un joueur de l'équipe américaine, Glenn Cowan, monte tout à fait par hasard dans un bus de l'équipe nationale chinoise. À sa descente, les journalistes immortalisent sa poignée de main avec des joueurs de l'équipe de Chine. Une image forte qui semblait jusque-là impossible.
C'est le point de départ de la diplomatie du ping-pong. Cette diplomatie du ping-pong a été le premier contact significatif entre les États-Unis et la Chine, même s'il n'était pas officiel. Et cela a également envoyé un signal fort à Washington que d'une manière ou d'une autre, la Chine était prête à discuter. C'est donc le début d'une série d'échanges diplomatiques. 3 mois après la visite de l'équipe américaine à Pékin, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger s'envole pour la Chine. Washington veut jouer la carte chinoise pour contrer l'influence soviétique en Asie. Quant aux Chinois, ils veulent sortir de leur isolement international. Chaque rencontre entre Kissinger et les officiels du Parti communiste chinois fait l'objet d'une note à l'attention du président américain Richard Nixon. Kissinger évoque dans ses rapports top secrets les conséquences que pourrait avoir ce rapprochement avec la Chine. Le processus que nous avons entamé va provoquer une onde de choc dans le monde. Cela déclenchera peut-être une franche hostilité de la part des soviétiques, mais si nous y parvenons, ce sera une révolution. Une révolution qui est en marche, car au même moment, la Chine communiste récupère son siège à l'ONU et par la même occasion sa place au sein du Conseil de sécurité, au détriment de l'autre Chine, l'île de Taïwan. Ce vote est un camouflet pour la délégation taïwanaise, car jusqu'à ce jour, l'île était considérée comme seule représentante légitime du peuple chinois aux Nations Unies. Ce 25 octobre 1971 est une victoire célébrée comme il se doit par les représentants du pouvoir central de Pékin. La Chine communiste retrouve enfin sa place sur l'échiquier mondial. C'est un événement évidemment fondamental parce que c'est le point de départ, en réalité, de ce qui va être une renaissance de la Chine. Le 21 février 1972, Richard Nixon atterrit à Pékin. Et sa poignée de main avec les officiels chinois, en particulier avec Mao Tse-tung, signe l'acte définitif de la normalisation des relations entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. There is no reason for us to be enemies. Neither of us seeks the territory of the other. Neither of us seeks domination over the other. Neither of us seeks to stretch out our hands and rule the world. Richard Nixon pensait que si les États-Unis et la Chine commençaient à discuter, la Chine deviendrait libre et plus démocratique à l'avenir. En d'autres termes, c'était un pari. Now, an NBC News special report. Vice Premier Deng Xiaoping and his wife, Madame Zhou, now have left Blair House, where they have 7 ans plus tard, Deng Xiaoping, le nouvel homme fort du Parti communiste chinois, entame une visite officielle en Amérique. Il n'hésite pas à rappeler aux Américains les conditions du soutien de la Chine dans la guerre froide qui oppose Washington à Moscou. Parmi ces conditions, l'administration américaine doit immédiatement cesser de soutenir l'île de Taïwan. Depuis 1971, le gouvernement chinois a voulu normaliser les relations avec les États-Unis. Pour y parvenir, les Américains doivent rompre leurs relations diplomatiques avec Taïwan. Depuis 1979, les États-Unis restent ambigus sur leur soutien à Taïwan. Une ambiguïté qui est aujourd'hui au cœur de la guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Déclarations hostiles, démonstrations de force, la guerre des mots au sujet de Taïwan pourrait-elle entraîner les deux superpuissances dans la spirale de la guerre ?
Xi Jinping lui-même évoque souvent la possibilité d'un affrontement avec l'Amérique. 台独分裂是祖国统一的最大障碍。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。 Plus de 70 ans se sont écoulés depuis la fondation de la Nouvelle Chine, mais la Chine est toujours divisée. Et Taïwan réclame toujours son indépendance. Les États-Unis ont empêché Taïwan de retourner dans le giron de sa patrie. Et ils ont également empêché la Chine de réaliser la réunification nationale depuis 70 ans. Au-delà de leur aide militaire, la Chine soupçonne les États-Unis d'être présentes sur l'île pour y entraîner l'armée taïwanaise. Une information bientôt confirmée par les autorités locales. Face au soutien américain et au refus des autorités de Taïwan de s'engager sur la voie de la réunification, la Chine n'a qu'un seul moyen pour se faire entendre, l'intimidation. 昨天发生大陆呢有20架次的军机扰台之后，解放军在今天一大早又2度的侵扰我防空的识别区。 Ces incursions chinoises dans la zone de défense aérienne taïwanaise ont doublé entre 2020 et 2021 pour atteindre le nombre record de 969. La pression militaire de Pékin s'accroît de jour en jour. Elle force l'île à se barricader et à renforcer son arsenal militaire. La Chine a toujours voulu reprendre Taïwan. Mais avec Xi Jinping, nous voyons l'accélération du calendrier. Je ne crois pas que cela arrive l'année prochaine, mais je suis très préoccupé par la fin des années 2020 et le début des années 2030. Et donc aujourd'hui, vous voyez des changements évidents dans la manière dont la Chine envisage de prendre Taïwan, et aussi sur la pression militaire exercée sur l'administration taïwanaise, afin, je présume, de les amener à s'engager dans une voie différente. En fait, nous avons besoin de mesures concrètes. Nous devons tout faire pour armer Taïwan. Et je sais que la plupart des gens qui m'entendent dire ça se disent « Oh, c'est un va-t-en-guerre ». Je ne suis pas un belliciste, je n'ai aucun désir de guerre, mais je sais ce que l'histoire nous a appris, que si vous êtes armé et que vous êtes fort, alors celui qui tyrannise votre quartier est moins susceptible de vous attaquer. En l'occurrence, la Chine est le tyran dans l'arène Indo-Pacifique. Nous considérons Taïwan comme une démocratie. Par conséquent, nous considérons la tentative de la Chine de conquérir Taïwan comme une tentative de soumettre la démocratie par la tyrannie. Le 23 mai 2022, Joe Biden est à Tokyo pour sa première tournée sur le continent asiatique. Le président américain est déterminé à montrer que malgré la guerre en Ukraine, la Chine reste la priorité de Washington, en particulier sur la question de Taïwan. You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. That's the commitment we made. We are not, look, here's the situation. We agree with a one China policy. We signed on to it and all the attendant agreements made from there. But the idea that it can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. And so it's a burden that is even stronger. Taïwan n'est pas l'Ukraine. Taïwan fait partie de la nation chinoise. Donc il ne s'agira pas d'une invasion si la fumée s'élève à nouveau dans le détroit de Taïwan, mais ce sera la continuité de la guerre civile inachevée en Chine. Nous ne voulons pas voir ça. 15 jours plus tard, Wei Fenghe, le ministre de la Défense chinois en personne, répond au président Joe Biden. Et ses termes sont très clairs. 美国为国家的统一打了南北战争，中国非常不愿意发生这样的内战。
再将坚决粉碎任何台独的图谋。如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底。这是中国不二的选择。Taïwan n'a jamais été éternellement chinois. C'est vraiment une sorte de contrôle successif, d'abord par les Européens, après par la Chine, après par le Japon. Et nous, maintenant, cette Taïwan moderne, moi je pense que Taïwan ne fait pas partie de la Chine, mais la Chine fait partie de Taïwan. Personne ne doit penser que la Chine supportera de voir l'indépendance de Taïwan. Taïwan ne doit jamais devenir indépendante, même si elle avait 3 têtes et 6 bras. Si Taïwan devenait indépendante et qu'il y avait une guerre, je me précipiterais au front et je ferais ce qu'il faut. Parce que Taïwan est chinoise et que les 2 côtés du détroit sont chinois. Le détroit de Taïwan a été à de nombreuses reprises le théâtre de face-à-face entre les armées chinoises et américaines, notamment au moment où un vent de liberté souffle sur le continent asiatique. Tandis qu'en Europe, la guerre froide est sur le point de s'achever avec l'effondrement du bloc soviétique, un début de révolution souffle en Chine. En 1989, à la fin de la guerre froide, la Chine a connu la crise de la place Tiananmen, au cours de laquelle des gens se sont rebellés, ont exigé la démocratie et ont été brutalement massacrés par l'armée chinoise. Les manifestations de Tiananmen sont réprimées dans le sang. Le Parti communiste chinois est alors persuadé que la fin de l'Union soviétique préambule à sa propre chute. Il est certain qu'il y a une forme de paranoïa qui traduit une certaine faiblesse, en fait, idéologique, puisqu'il ne parle que de contamination, d'idées hostiles, d'idées qui pourraient subversives, qui pourraient déstabiliser, évidemment, le rôle monopolistique du pouvoir communiste. Si le Parti communiste chinois parvient à étouffer ses envies de démocratie sur le continent, c'est une toute autre affaire sur l'île de Taïwan. Depuis la victoire des communistes de Mao Tse-tung en 1949 face aux nationalistes de Chiang Kai-shek, réfugiés sur l'île de Taïwan, cette dernière n'aspire qu'à une chose, sortir de la sphère d'influence de la Chine continentale et devenir indépendante vis-à-vis de Pékin. Pendant 40 ans, l'île est gouvernée par des militaires. Mais au début des années 90, les Taïwanais décident d'organiser des élections démocratiques. Pékin s'y oppose, car aux yeux du Parti communiste chinois, Taïwan, c'est la Chine. L'armée populaire de libération est mobilisée pour dissuader les autorités taïwanaises de mener à bien ces réformes. China's military exercises serve notice to Taiwan that independence is not an option. U.S. naval forces are in or near the Straits of Taiwan as a clear warning to the Chinese government. Face à la menace chinoise, Washington envoie dans le détroit de Taïwan la plus importante flotte militaire en Asie depuis la fin de la guerre du Vietnam, la 7e flotte de la marine américaine. Au milieu de cette crise, le gouvernement américain a déployé 2 porte-avions près de Taïwan en guise d'avertissement pour les Chinois pour qu'ils n'aggravent pas davantage les tensions ou qu'ils ne tentent une attaque. C'était une crise très grave qui faisait craindre à de nombreux experts que les 2 pays ne se fassent la guerre. Et cela a vraiment marqué le début d'une confrontation et d'une compétition militaire qui n'ont cessé de croître depuis 1995-1996. La Chine n'avait pas à sa disposition une marine très puissante et opérationnelle en 1995-1996. Leurs navires dataient principalement de la Seconde Guerre mondiale, ils ne pouvaient pas opérer en haute mer et ils n'avaient certainement pas les armes dont ils disposent aujourd'hui.
Donc, quand nos porte-avions sont arrivés, c'était un message fort qui disait « Si vous essayez de faire quoi que ce soit à Taïwan, vous en subirez les conséquences ». Et quand on lit les analystes chinois à l'époque, on se rend compte que cet épisode a vraiment embarrassé le Parti communiste chinois. Le 23 mars 1996, Lee Teng-hui est élu président de la République de Taïwan. Grâce au soutien de l'Amérique, les élections taïwanaises se sont déroulées comme prévu. Et pour la première fois de son histoire, l'île accède à la démocratie. L'élection de 1996 a changé la nature de la question taïwanaise aux États-Unis. Cela n'a jamais été officiellement dit, mais une nouvelle tendance s'est peu à peu affirmée. Auparavant, le problème était la revendication du gouvernement chinois sur l'île de Taïwan. Maintenant, cela fait partie du combat mondial contre la liberté d'un côté et la tyrannie de l'autre. La Chine veut vraiment éteindre toutes sortes de possibilités de sociétés sinophones de devenir une société démocratique. Parce que si on s'oriente vers une société démocratique, ça peut être la fin du régime du Parti communiste chinois. Et pour eux, c'est ça le plus important. À compter de ce jour, Taïwan devient l'épicentre de la guerre froide entre la Chine et l'Amérique. Taïwan est devenu un pion des États-Unis et de certains pays occidentaux anti-Chine. Cette situation n'est pas dans l'intérêt des 23 millions de résidents taïwanais. Elle ne sert qu'à contrecarrer la Chine et la nation chinoise. Pour les Chinois, la guerre froide avec les États-Unis a commencé à la fin de la dernière guerre froide, en 1989. Peu après la fin de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, les États-Unis ont déclenché une deuxième guerre froide contre la Chine. Cette guerre froide a commencé au début des années 90 et dure jusqu'à ce jour. Dès le début des années 90, je pense que les stratèges et les décideurs chinois étaient persuadés que les États-Unis tentaient de les contenir et de leur nuire. Cette crise du détroit de Taïwan marque le début d'une escalade de tensions diplomatiques et militaires entre la Chine et les États-Unis. D'abord le 7 mai 1999, en pleine guerre de Yougoslavie. Un bombardier B-2 américain largue 5 bombes sur l'ambassade de Chine à Belgrade, provoquant l'effondrement du bâtiment, des dizaines de blessés et la mort de 3 journalistes chinois. Pour la Chine, c'est un acte intentionnel. Pour les Américains, une erreur des services de renseignement. This is a tragedy. This is the atrocity rarely seen in the history of world diplomacy. So the Chinese government is demanding a complete, thorough, and fair investigation. The Chinese people are entitled to get to know the bottom of the serious incident. À Pékin, des manifestations hostiles aux États-Unis éclatent devant l'ambassade américaine. Une ambassade assiégée. Le sentiment anti-américain se diffuse dans tout le pays. Hey, we got a VID on him. They're going out. Port SC's boat. How far are we? One's right there. 10 o'clock. You're going to pass in front of us. He's going right in front of us. 2 ans plus tard, au-dessus de la mer de Chine, l'équipage d'un avion espion américain filme un avion de chasse chinois qui se rapproche dangereusement en plein vol. La situation se répète à de nombreuses reprises les mois suivants, jusqu'à l'inévitable collision en plein vol. L'accident provoque la mort tragique du pilote chinois et endommage fortement l'avion américain.
À l'époque, je faisais partie de l'état-major du quartier général de la flotte américaine du Pacifique, à la direction du renseignement en tant que lieutenant-commandant. Et le jour où l'accident s'est produit, les Chinois ont dit que c'était l'avion américain, qui est un avion à hélice désarmé, qui avait attaqué l'avion de chasse chinois. C'est un mensonge de la pure fabrication à 100%. Les 24 membres d'équipage américains sont forcés d'atterrir sur l'île de Hainan, en territoire chinois. Au commandement pacifique de l'US Navy, les officiers sont inquiets. On se demandait ce que les Chinois allaient faire. Allaient-ils les emmener et les envoyer quelque part dans le centre de la Chine et les garder en prison? Après 11 jours de tractation, les 24 Américains sont finalement libérés et rentrent sains et saufs au pays. Au moment de l'incident de Hainan, il y avait le potentiel pour une vraie dégradation des relations entre les États-Unis et la Chine. Et il y a un événement qui va tout changer, c'est le 11 septembre. Il se trouve que le 11 septembre, lorsque les deux avions sont entrés dans les tours de New York, c'était le soir à Pékin, avec le décalage horaire, et moi je dînais chez un officiel du régime, et qui avait accès à la télévision de Hong Kong. Parce qu'on voit à ce moment-là le deuxième avion qui plonge dans la tour. Et à ma grande surprise, tous les Chinois qui étaient à ce dîner se sont mis à applaudir. Les gens du pouvoir, du système, ont vécu le 11 septembre comme une sorte de vengeance pour leurs pilotes, en se disant « maintenant c'est au tour des Américains de souffrir ». Et là où ça a été remarquable, c'est que 4 heures après, le bureau politique sort un communiqué en disant « solidarité totale avec les États-Unis ». Cette position de la Chine au moment du 11 septembre n'est qu'un calcul. Pourquoi se mettre à dos les Américains et compromettre ce que le pays prépare depuis des années? Son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Or, cette adhésion doit intervenir 3 mois plus tard. Et elle est indispensable à la Chine pour développer son économie et rivaliser enfin avec celle des États-Unis. Et en fait, en 2002, les responsables chinois ont déclaré qu'ils entraient dans une période d'opportunité stratégique de 20 ans. D'abord en raison de leur entrée à l'OMC, ils allaient croître très rapidement, ils auraient donc la possibilité d'accroître leur richesse et leur pouvoir. Et deuxièmement, à cause du 11 septembre et des guerres en Irak et en Afghanistan. Les États-Unis seraient concentrés sur d'autres parties du monde, concentrés sur d'autres types de défis, comme le contre-terrorisme. Et ainsi, la Chine aurait devant elle 2 décennies pour grandir sans avoir à se confronter aux États-Unis. La température glaciale de la plus grande ville d'Alaska ne prédestine pas au réchauffement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. C'est ici, à mi-chemin entre Pékin et Washington, que les 2 superpuissances se sont donné rendez-vous pour opposer leur vision du monde. Les délégations se font face dans une mise en scène soignée, digne de la guerre froide. I said that the United States relationship with China will be competitive where it should be, collaborative where it can be, adversarial where it must be. 美国现在需要的是改变自己的形象，而不是推广自己的所谓民主。而美国自己国内现在很多人对美国的民主并没有信心。We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. 我认为世界上绝大部分国家不承认美国所说的普遍价值，不承认美国的言论就是国际舆论。
Nous pensons que chaque pays doit être indépendant et autonome et que chaque pays doit avoir sa propre culture et ses propres traditions. En d'autres termes, aucun pays au monde n'a le monopole de la démocratie, ni même le monopole de la liberté et des droits de l'homme. L'interlocuteur principal ou l'auditoire principal, en fait, c'est pas les États-Unis. Ce sont ces autres pays émergents qui regardent ça et qui se disent « mais en fait, la Chine ne se laisse pas démonter, quoi. Elle va pas s'en laisser apprendre par Washington, ça suffit. Et nous aussi, on les a subis. » Donc, enfin, il faut bien voir, en fait, qu'il y a ce ressentiment vis-à-vis du modèle et puis de la suprématie américaine. Enfin, bon. Et ça, Pékin en joue énormément dans cette compétition, dans cette rivalité. L'autre théâtre de cette guerre froide entre la Chine et les États-Unis, ce sont les institutions internationales. Particulièrement offensive à l'ONU, Pékin s'évertue à y placer ses propres représentants, comme à la FAO pour l'alimentation et l'agriculture, à l'ONUDI pour le développement industriel, ou encore à l'UIT pour les télécommunications. Depuis 10 ans, la Chine profite du champ libre laissé par les Américains et en particulier par l'administration Trump pour faire main basse sur ces organisations stratégiques. Si vous y réfléchissez, le moyen le plus simple de conquérir le monde, ce n'est pas de le détruire pour le reconstruire. Vous n'avez qu'à petit prendre la main. Et donc, quand vous pensez à ce qu'ils font pour changer la perception des gens vis-à-vis des institutions internationales et de leurs actions, voyez-les comme la mafia. En fait, ils ne détruisent pas un quartier. Ils s'y installent pour le contrôler et s'enrichir. C'est essentiellement ainsi que fonctionne le système du Parti communiste chinois. Si la Chine est devenue incontournable sur l'échiquier mondial, elle cherche aussi à créer un nouveau système de relations internationales. Elle rêve de déplacer le cœur de la politique internationale de l'Atlantique vers l'Eurasie, un projet dont elle serait le centre. Ce sont les nouvelles routes de la soie. C'est le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité. Un réseau de dizaines de milliers de kilomètres de routes, de voies ferrées et de pipelines qui s'étend sur tout le continent eurasiatique. La Chine y a déjà investi près de 1000 milliards de dollars. Des investissements sous forme de prêts à destination des pays en développement. La réalité des routes de la soie, c'est la création petit à petit d'un ordre mondial alternatif. Il y a près de 200 institutions qui ont été créées par la Chine au titre des routes de la soie. Et je dis bien par la Chine. Le secrétariat est toujours chinois, le siège est toujours en Chine, les règles de fonctionnement sont chinoises, le règlement des différends se fait selon les méthodes chinoises, les financements sont chinois, tout est chinois. C'est la route bicyclette. Le monde, c'est 192 pays dont le centre doit devenir la Chine. La Chine est le centre du monde. La Chine est le monde, disaient les empereurs. Les nouvelles routes de la soie ont deux facettes. La première, et la plus importante, est maritime. Elle passe par les mers de Chine. La seconde est continentale et traverse l'Asie centrale dans une région où les États-Unis sont absents aujourd'hui et qui permet à la Chine d'étendre son influence économique et diplomatique au détriment des Américains. Les Chinois voient le continent eurasiatique comme un endroit d'abord où l'influence américaine et occidentale n'est pas très forte. On est dans le grand voisinage russe. La Russie et la Chine ont des intérêts qui sont très très alignés. Donc la Chine est assez confiante sur le fait qu'elle va pouvoir en fait commencer à développer son influence dans cette zone eurasiatique qui est traditionnellement plutôt zone d'influence russe. En particulier avec le retrait américain d'Afghanistan, la présence et l'influence américaine en Asie centrale ont diminué. Après le 11 septembre, les États-Unis avaient encore des bases militaires, élargissaient leurs relations avec un certain nombre de pays de la région, mais aujourd'hui nous regardons ce qui s'y passe depuis l'extérieur. Le principal allié de Washington dans la région pour contenir cet expansionnisme chinois, c'est l'Inde,
l'autre géant asiatique. L'Inde y est la principale présence, et les États-Unis n'ont pas d'autres alliés en ce moment dans cette partie du monde. C'est l'acteur le plus important. Le pays est dirigé aujourd'hui par le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi. Il voit l'expansion économique chinoise s'accompagner d'une montée en puissance de sa présence militaire aux frontières avec l'Inde. Aux yeux des Indiens, ces routes ne sont pas de simples relais de croissance pour l'économie chinoise. Elles seraient, d'après eux, le signe avant-coureur des ambitions militaires du Parti communiste chinois sur le continent asiatique. Les corridors économiques des nouvelles routes de la soie seraient appelés à devenir des points d'appui militaires pour l'armée chinoise. Cette stratégie d'encerclement, c'est la stratégie du collier de perles. La Chine a une stratégie globale, qui est d'avoir à sa disposition des ports maritimes à double usage pour la marine chinoise, dans le monde entier. La Chine cherche donc à étendre sa portée maritime et navale tout autour du globe. Elle a attentivement étudié la stratégie américaine de la grande flotte de Teddy Roosevelt, écrite en 1907-1908, sur la portée navale américaine dans le monde, grâce notamment à des ports amis pouvant l'accueillir. Si les choses continuent ainsi, la Chine pourrait également disposer de dizaines de bases militaires à l'avenir. Pourquoi? Parce que la Chine s'étend, il faut qu'il y ait ces endroits pour la logistique. Ces navires de guerre ont besoin de ravitaillement, d'eau douce, de légumes, même de munitions. Bref, il leur faut des voies d'approvisionnement. Depuis 2014, la Chine a pris position dans de nombreux ports de la région. Au Myanmar, au Bangladesh, mais aussi au Sri Lanka, aux Maldives ou encore au Pakistan. Elle resserre un peu plus son étau sur le voisin indien. Washington et New Delhi partagent le même point de vue sur les objectifs économiques et militaires chinois. L'Inde se retrouve ainsi au cœur de cette guerre par procuration que se livrent les deux superpuissances en Asie centrale, comme ce 15 juin 2020. Indian Army announced last night that 20 Indian soldiers were killed in action as a result of the physical skirmish with Chinese troops. Ce jour-là, des soldats chinois et indiens se battent au corps à corps dans la vallée de Galwan, dans les hauteurs de l'Himalaya. Une vallée dont l'appartenance est très contestée depuis la guerre qui a opposé les deux pays en 1962. Ces affrontements coûtent la vie à 20 Indiens et 43 Chinois. That video actually shows Indian soldiers well within Indian territory and trying to move in the direction of what is called Patrol Point 14. That is the extent of patrolling by Indian soldiers, and that's where they're stopped by the Chinese. There are Chinese attack dogs over there. What the Chinese don't show in this video is that their soldiers were also carrying maces laced with barbed wire, which they used to hit our soldiers in that very violent series of clashes. La Chine et l'Inde se renvoient la responsabilité des affrontements. The two sides held the first round of their commander-level meetings on June 6th and reached a consensus to ease border tensions. The Indian side agreed not to patrol across the Galwan Valley and stop building facilities at the site. But Indian frontline troops shockingly violated the agreement in the evening of June 15th. They once again crossed the line of actual control in a deliberate, provocative act. The incident was unilaterally caused by India, who broke the consensus. En Inde, des manifestations hostiles à Pékin éclatent dans les rues, signe de la dégradation nette des relations entre les deux pays. Ces tensions avec la Chine servent les intérêts politiques du Premier ministre indien, mais aussi son alliance avec les Américains. Modi fait alors de l'Inde le dernier rempart du monde libre face à l'expansionnisme chinois en Asie. विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है।
हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। Cette rupture entre la Chine et l'Inde fait le jeu de Washington dans la guerre froide qui l'oppose à Pékin. Quelques mois plus tard, un navire de guerre indien est déployé aux côtés des bâtiments américains en mer de Chine méridionale. Ce déploiement de la marine indienne réaffirme aux yeux de Pékin la volonté de Washington et de ses alliés de contenir l'expansionnisme chinois sur les mers avec l'aide du Quad, ou dialogue quadrilatéral pour la sécurité, qui associe les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie face au bloc chinois. Nos amis à Pékin, parmi les plus réalistes, comprendront très bien pourquoi le Quad a vu le jour. Nous comptons aujourd'hui plus de navires chinois, plus de sous-marins chinois, nous observons des comportements. On voit bien la stratégie du collier de perles de base navale chinoise dans l'océan Indien, le bail du port de Djibouti pour 99 ans en mer Rouge. Ce ne sont pas des coïncidences. Tout cela fait partie d'une doctrine stratégique. Ces alliances sont nécessaires, car le rapport de force entre la Chine et les États-Unis a changé depuis leur dernière confrontation militaire dans les années 90. Ce rapport de force est désormais à l'avantage de la Chine. La suprématie mondiale des États-Unis est principalement maritime. Il n'y aura pas de sécurité pour la Chine tant que la suprématie maritime américaine ne prendra pas fin. Par conséquent, si la nation chinoise veut réaliser sa grande renaissance, elle doit bâtir une grande marine nationale. Il est clair que sous Xi Jinping, mais aussi sous Hu Jintao et Jiang Zemin, que la République populaire de Chine a mis l'accent sur sa marine. Ils ont compris que pour être une grande puissance, il devait être plus qu'une simple puissance terrestre, il devait être une puissance navale. La marine chinoise est la plus grande marine du monde, ou la deuxième, donc vraiment équivalente de l'US Navy. Et c'est une marine qui, tous les 4 ans, se dote d'unités équivalentes à l'ensemble de la marine nationale française, qui est une des plus grandes marines du monde. Aujourd'hui, la Chine a à sa disposition une industrie d'armement performante pour fabriquer ses propres bâtiments de guerre. Des corvettes, des frégates, des destroyers, des navires d'assaut amphibies. La Chine se dote d'une force navale complète et autonome. La marine chinoise compte désormais 350 bâtiments de guerre, contre seulement 293 pour l'US Navy. En Occident, nous n'apprécions pas vraiment ce virage stratégique qu'a pris la Chine entre 1999 et 2021. En seulement 20 ans, ils ont développé une marine globale qui rivalise désormais avec les plus grandes marines mondiales, comme celle des États-Unis ou celle des Britanniques, ce que ces derniers ont mis des centaines d'années à bâtir. Les dépenses militaires chinoises sont passées en 25 ans de 14 milliards de dollars à 290 milliards. Plus de la moitié de ce budget est dédié à la marine. Les États-Unis dépensent plus de 730 milliards de dollars par an. Et la Chine n'en dépense que 270 milliards. Alors quel est le problème? Pourquoi s'énerver? Eh bien, 2 choses. Premièrement, ce que les États-Unis mettent dans leur budget de la défense, et qui est public et transparent, comprend beaucoup de choses que le budget de la défense chinois n'inclut pas. Par exemple, la recherche et le développement. Deuxièmement, il ne tient pas compte de la parité de pouvoir d'achat. Si je dépense $1 en Amérique, j'obtiens peut-être un hamburger. Si je dépense $1 en Chine, j'obtiendrai peut-être 5 hamburgers. Et donc, au lieu de regarder le nombre de dollars dépensés par chaque nation, il est plus important de regarder combien de produits vous obtenez. Et la Chine produit 4, 5, 6, 7 fois plus de navires de guerre que les États-Unis. Donc, en termes de production, la Chine nous dépasse largement. Ces 4 dernières années, 2 nouveaux porte-avions chinois, le Shandong et le Fujian, sont venus s'ajouter à la marine de l'Armée populaire de libération.
Le Fujian est un porte-avions de conception 100% chinoise, qui rivalise en termes de tonnage et de technologie avec les porte-avions américains. Ces porte-avions constituent la colonne vertébrale de la marine chinoise et lui permettent de se projeter militairement en haute mer. La marine chinoise et de façon plus générale, les armées de la République populaire de Chine se développent de façon très rapide avec des capacités qui leur permettent d'intervenir très loin de leur principale base. Ce ne sont clairement pas des forces d'autodéfense. Ce ne sont pas des forces qui ont vocation à rester sur leur territoire national ou dans leurs eaux territoriales. Xi Jinping a évoqué le rêve d'une armée forte et de construire une armée de classe mondiale. Nous voulons construire l'armée la plus forte du monde, car l'armée populaire de libération doit être supérieure à l'armée américaine. Cette montée en puissance de l'armée chinoise se traduit dans les mots de Xi Jinping lui-même. Il est persuadé qu'en cas d'affrontement avec les États-Unis d'Amérique, c'est la Chine qui sortirait vainqueur. We Chinese are the people who uphold justice and are not intimidated by threats of force. As a nation, we have a strong sense of pride and confidence. By the same token, we will never allow any foreign force to bully, oppress, or subjugate us. Anyone who would attempt to do so will find themselves on a collision course with a great wall of steel forged by over 1.4 billion Chinese people. Cette assurance sans faille, la Chine la tire également du renforcement de son arsenal nucléaire. Depuis 1964 et le premier essai chinois à Lop Nur, dans l'ouest du pays, la Chine continue d'améliorer ses installations. Sur les sites d'Ordos et de Yumen, de nouveaux silos de missiles intercontinentaux ont été récemment observés. C'est la preuve que la Chine est bel et bien entrée dans la cour des grandes puissances nucléaires. La Chine veut en même temps augmenter son arsenal nucléaire, qui est aujourd'hui entre 300 et 350 têtes, et qui pourrait atteindre 1 millier de têtes d'ici 2030. Le développement de la bombe atomique est une priorité. Sans ces armes, les États-Unis auraient depuis longtemps laissé la Chine hors jeu. Mais la Chine ne sera jamais la première à utiliser des armes nucléaires. Néanmoins, la Chine se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'attaque nucléaire ou si ses intérêts nationaux sont fondamentalement menacés. Les Chinois tentent de construire leur propre triade nucléaire. Et quand ils y parviendront, ils diront aux États-Unis « Nous prenons Taïwan, et si vous vous y opposez de quelque manière que ce soit, alors ce sera l'escalade, et vous ne le souhaitez pas. » Ils parient que les États-Unis ne feront pas cela, comme ils ne l'ont pas fait pendant la guerre froide. C'est donc une sorte d'échec et mat nucléaire, c'est la direction qu'ils ont prise. La dissuasion nucléaire a été l'un des aspects majeurs de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Elle le devient de nouveau entre la Chine et les États-Unis. Car si la Chine a moins de missiles que les Américains, elle a investi massivement dans une technologie révolutionnaire, les missiles hypersoniques, qui lui donnent un coup d'avance sur l'Amérique. Les États-Unis continuent de rechercher et de développer ce type de capacité, quand les Chinois annonçaient qu'ils déployaient déjà le DF-17, qui est un missile hypersonique. Aujourd'hui, c'est une vraie menace, et le département américain de la Défense en est conscient. C'est une vraie menace, car il n'y a aucun moyen de les vaincre actuellement. Ce sont des armes révolutionnaires. Les DF-17 sont des missiles balistiques qui peuvent emporter une charge nucléaire. Leur portée est de 2500 km. Ils offrent un avantage stratégique considérable à la Chine, notamment en cas d'affrontement naval entre les deux superpuissances.
Face à cette Chine qui s'arme à toute vitesse, les Américains peuvent s'appuyer sur un réseau de bases militaires dans la région Indo-Pacifique. Elles sont situées au Japon, en Corée du Sud et sur l'île de Guam principalement. 375 000 militaires et civils sont ainsi déployés tout autour des côtes chinoises. La Chine a longtemps estimé qu'elle était géographiquement désavantagée en étant entourée par ce que les stratèges américains appellent la première chaîne d'îles, ces îles qui vont du Japon à Taïwan, aux Philippines et jusqu'à l'Indonésie. La Chine n'a pas un accès facile à l'océan que les États-Unis et d'autres adversaires ne puissent surveiller. Pour échapper à cet endiguement américain, la Chine s'est lancée dans une série d'annexions d'îles en mer de Chine méridionale. Une mer qu'elle prétend détenir à 80%, selon un tracé connu sous le nom de la ligne en 9 traits. La ligne à 9 traits est un dispositif cartographique. C'est une sorte de schéma sur les cartes. Ils ont donc pris un tas de vieilles cartes marines britanniques pour la plupart. Ils ont tracé une ligne pointillée dans la mer de Chine méridionale et ils ont dit que toutes les îles dans cette zone appartenaient à la Chine. Ce sont les Chinois qui ont découvert les premiers les îles de la mer de Chine méridionale. Plus tard, la ligne de séparation de la mer de Chine méridionale que nous avons également suivie a été transformée en 9 segments. Et c'est de là que provient la ligne à 9 traits. En 1974, la Chine annexe les îles Paracel, au détriment du Vietnam. En 2012, c'est au tour du récif de Scarborough d'être annexé, aux dépens des Philippines. Mais Pékin va surtout annexer 7 îles de l'archipel des Spratly, au large des Philippines et de la Malaisie, afin d'étendre ses capacités militaires en mer de Chine. Sur cette photo satellite de 2017, la base militaire chinoise de Fiery Cross, avec sa piste d'atterrissage, son système radar, un système de défense antimissile et sa garnison de 200 soldats. 3 ans plus tôt, la base de Fiery Cross, tout comme les 6 autres de l'archipel des Spratly, n'existait pas. Ainsi, fin 2013, avec ce nationalisme croissant sous Xi Jinping et ses revendications de plus en plus affirmées, ils entreprennent ce programme d'ingénierie massif. Ils prennent du sable des fonds marins, ils recouvrent tout le récif et créent des îles là où il n'y en avait aucune auparavant. Lorsque la Chine a commencé à construire ces 7 îles artificielles fin 2012, début 2013, nous regardions ça jour après jour et disions à Washington que cela était en train de se produire. C'était incroyable de voir littéralement la destruction des récifs coralliens des îles Spratly. Même si la Chine prétend le contraire, il y a une militarisation. Ce sont des unités militaires qui y sont basées. Et donc, il y a bien une volonté manifeste de militariser la zone et d'être en mesure de s'opposer à une reprise de vive force de quelqu'un qui voudrait arrêter cette action chinoise. Ces bases militaires permettent à la Chine de mettre la pression sur les forces navales américaines. Mais à force d'imposer sa présence, Pékin s'est mis à dos ses voisins, et notamment les Philippines. Ce pays allié historique de Washington s'est tourné vers la justice internationale afin de défendre ses intérêts maritimes face à Pékin. En 2016, un tribunal arbitral international leur a donné raison. Le jugement statue que les revendications chinoises en mer de Chine ne sont pas fondées. En juillet 2016, ils rendent une décision de plus de 500 pages. Et dans cette décision, ils déclarent que les revendications de la Chine et la ligne à 9 traits sont illégales et n'ont aucun fondement juridique. Et donc la Chine, comme un écolier en colère, est rentrée chez elle en disant qu'elle n'allait pas suivre la décision.
Ces juges occidentaux ne connaissent rien aux affaires asiatiques ni à la mer de Chine méridionale. C'est difficile à croire, mais il faut comprendre que le tribunal arbitral n'a aucune compétence sur le différend qui oppose la Chine aux Philippines. L'arbitrage proposé aux Philippines est donc irrecevable. Cette décision a été rendue le 12 juillet 2016 et c'est la dernière fois que la Chine a dû s'en inquiéter car personne n'en a reparlé depuis. Les Philippines n'ont jamais proposé de vote à l'Assemblée générale des Nations unies. Ils ne sont jamais retournés devant le tribunal comme c'est pourtant leur droit. Et ainsi, la Chine n'a payé aucun prix pour sa violation du droit international. Pékin rend la situation irrévocable dans la région, comme ici avec les gardes-côtes indonésiens. China Coast Guard, Indonesian Coast Guard calling. This is China Coast Guard answer. Yes, sir. Please move away and go back to your territory, sir. No. I order you to leave this territory. Cette Chine et la conception qu'elle a de son espace vital imposent son influence dans la région. Mais pour devenir la puissance militaire dominante, Pékin doit faire sauter le dernier verrou essentiel à la stratégie de Washington en Indo-Pacifique, l'île de Taïwan. Géographiquement, Taïwan est en quelque sorte le porte-avions insubmersible de la première chaîne d'îles. Elle en est le centre. Et si on casse cette chaîne, cela donnerait à la Chine cette capacité d'avoir accès au Pacifique sans entrave. Les Chinois ont l'habitude de dire que la première chaîne d'îles est comme une chaîne autour de leur cou. Pour s'en débarrasser, ils doivent briser cette chaîne. Si la Chine s'empare de Taïwan, elle aura enfin les moyens de tenir à distance les Américains de tout le continent. Les sous-marins chinois pourraient enfin accéder aux profondeurs de l'océan à l'est de l'île et empêcher définitivement toute incursion américaine. Mais aujourd'hui, la domination sous les mers reste la chasse gardée des Américains. Et Washington compte bien conserver cet atout stratégique. Alors les États-Unis renforcent leurs alliances dans la région, et en particulier avec les Britanniques et les Australiens. En juin 2021, une réunion se déroule en marge du sommet du G7 entre le président américain Joe Biden, son homologue australien Scott Morrison et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les trois hommes finalisent en secret une alliance militaire. 4 mois plus tard, le pacte AUKUS est révélé au monde entier. And so, friends, AUKUS is born, a new enhanced trilateral security partnership between Australia, the United Kingdom, and the United States. AUKUS. The first major initiative of AUKUS will be to deliver a nuclear-powered submarine fleet for Australia. We intend to build these submarines in Adelaide, Australia, in close cooperation with the United Kingdom and the United States. But let me be clear, Australia is not seeking to acquire nuclear weapons or establish a civil nuclear capability. And we will continue to meet all our nuclear non-proliferation obligations. I want to be exceedingly clear about this. We're not talking about nuclear-armed submarines. These are conventionally armed submarines that are powered by nuclear reactors. This technology is proven, it's safe. And the United States and the UK have been operating nuclear-powered submarines for decades. L'accord AUKUS viole les dispositions du traité de non-prolifération nucléaire. Il viole également les dispositions de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud. Donc à ces deux égards, il s'agit d'un accord illégal. Peut-on imaginer que les États-Unis et le Royaume-Uni, deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et puissance nucléaire reconnue par l'ONU, aident un pays non nucléaire comme l'Australie à produire des sous-marins nucléaires? Le pacte AUKUS amorce un réalignement stratégique des alliés de l'Amérique pour contrer les ambitions hégémoniques chinoises.
L'idée, c'est qu'en gros, les Australiens ont voulu graver dans le marbre cette idée qu'il allait falloir passer à l'étape supérieure et face à une agressivité chinoise supérieure, commencer à développer une stratégie de containment plus forte. À Pékin, le ton monte d'un cran. Les États-Unis transformeront-ils à l'avenir cet endiguement militaire de la Chine en une guerre d'agression contre la Chine? Le pouvoir de lancer cette guerre est donc entre les mains des Américains. Nous devons être pleinement préparés. Dans cette zone de l'Asie-Pacifique, avec de part et d'autre du Pacifique, la République populaire de Chine et les États-Unis d'Amérique, il y a un risque d'arriver à une logique de bloc. Donc d'un côté, le bloc chinois, de l'autre, le bloc américain. Et chacun se mettant en colonne par un derrière l'un des deux. Au fur et à mesure que la Chine devient plus puissante et qu'elle affirme sa puissance dans la région, dans le monde, elle génère une réaction. Et dans les relations internationales, les pays font l'une des deux choses suivantes. Soit ils recherchent l'équilibre face à une puissance montante, soit ils marchent avec la puissance montante parce qu'ils concluent que les jeux sont déjà faits. Donc ce que vous voyez maintenant est un exercice de rééquilibrage. Et la Chine verra toujours cela comme un nouvel OTAN. Cette perspective de voir émerger une organisation équivalente à l'OTAN dans le Pacifique inquiète les plus hautes autorités chinoises. Alors, pour fragiliser ce front anti-Chine, Pékin met la pression sur Canberra. Au large des côtes australiennes, les navires espions chinois multiplient les incursions aux limites des eaux territoriales. Autre épisode, cette interception dangereuse d'un avion espion australien par l'armée de l'air chinoise au-dessus de la mer de Chine, qui rappelle étrangement l'incident de Hainan, 20 ans plus tôt. Ces manœuvres d'intimidation sont des avertissements clairs de la part de Pékin, qui ne laissera pas cette alliance contrecarrer ses projets dans l'Indo-Pacifique. Le concept de Shayi Jingbei signifie « tuez-en un pour en avertir 100 » est un concept profondément ancré dans la psychologie politique chinoise, appliqué au niveau national, aux questions d'ordre public. Mais cela fait aussi partie du logiciel chinois et de la façon dont vous gérez un État étranger gênant. Le problème avec ce principe, lorsqu'on l'applique à des pays comme l'Australie, c'est que nous sommes un peuple très têtu et que nous ne mettrons jamais un genou à terre devant qui que ce soit. Cette rivalité avec les Américains et ses alliés dans le Pacifique pousse la Chine à tenter à son tour de renforcer ses alliances régionales. En 2022, Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, entame une importante tournée dans les îles du Pacifique Sud et au Timor oriental. Son but ? Jeter les bases d'une coopération dans les domaines économiques, de la santé, mais aussi de la sécurité. La Chine veut surtout avoir accès aux infrastructures portuaires de ces îles pour renforcer sa présence militaire dans le Pacifique. Mais les discussions tournent court et les propositions présentées par Pékin comme un partenariat gagnant-gagnant sont unanimement rejetées. La grande blague qui court un petit peu partout maintenant, ici aux États-Unis ou ailleurs, c'est que gagnant-gagnant, ça ne veut pas dire tu gagnes et je gagne, ça veut dire la Chine gagne 2 fois. Donc ça prouve que les mentalités elles ont un petit peu évolué. Voilà, on se dit finalement oui, c'est peut-être plus pour les intérêts chinois que pour les intérêts locaux. David Manuelo, le président des États fédérés de Micronésie, explique qu'un rapprochement avec la Chine augmenterait inutilement les rivalités sino-américaines dans la région. La visite de Penny Wong,
la nouvelle ministre des Affaires étrangères australienne, 3 jours avant la tournée des officiels chinois, n'est certainement pas étrangère à cette décision. Américains et Australiens sont parvenus, pour cette fois, à empêcher la Chine et sa marine de s'ouvrir un accès dans le Pacifique. La Chine a la capacité théorique d'opérer une marine mondiale, mais elle n'a toujours pas le réseau logistique et de réapprovisionnement nécessaire. Mais c'est l'un des problèmes du comportement de la Chine dans le monde. Vous pouvez dominer par la coercition pure et l'intimidation, mais vous ne pouvez pas vraiment établir une présence navale mondiale de cette façon. À un moment donné, vous avez besoin de quelqu'un prêt à vous ouvrir des portes, et la Chine manque de personnes prêtes à ouvrir leurs portes. Face aux manœuvres diplomatiques américaines dans le Pacifique et à la nécessité pour la République populaire de Chine de forger des alliances stratégiques fortes, Pékin regarde un peu plus au nord et va renforcer ses liens avec un pays qui partage son aversion de l'Amérique, la Russie de Vladimir Poutine. 4 février 2022. Nous sommes à quelques jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Pékin, des JO boycottés par les Américains. Washington veut dénoncer les graves violations des droits humains en Chine et en particulier à l'encontre de la communauté musulmane des Ouïghours, véritable point de tension entre les deux superpuissances. Ce boycott est l'occasion pour le président chinois, Xi Jinping, de marquer son rapprochement avec Vladimir Poutine. Leur rencontre n'a qu'un seul but, une déclaration commune des deux pays sur l'entrée des relations internationales dans une nouvelle ère. 中俄两国坚守初心，始终保持双边关系的稳健前行，行而不辍，未来可期。我也愿意同普京总统先生一道，为新历史条件下的中俄关系规划蓝图，定向领航，推动两国高水平的互信源源不断转化为各领域的合作成果，切实造福两国人民。 La Russie et la Chine, c'est par rapport aux États-Unis que ces pays définissent leur propre puissance. Elles ont besoin de la reconnaissance de Washington, soit comme partenaire privilégié, soit comme ennemi privilégié. Parce qu'au fond, quand vous êtes l'ennemi privilégié, c'est qu'on reconnaît votre statut de puissance. La Chine et la Russie sont des défis pour toutes les démocraties. Et je pense que ce qui est ressorti de cette déclaration de 5000 mots, et c'est très clair, c'est « nous allons changer l'ordre mondial ». Nous ne croyons pas à la démocratie. Nous ne croyons pas que cela fonctionne pour l'humanité. Nous croyons que l'autoritarisme est un bien meilleur système et nous allons travailler ensemble pour nous assurer que notre système soit le meilleur. C'est vraiment le cœur de cette déclaration. Et Poutine envahit l'Ukraine. Alors que la guerre s'enlise en Ukraine, tous les regards se tournent vers la Chine. Car les Américains l'affirment, la Russie a demandé une aide militaire à ses amis. Mais la Chine est-elle prête à s'aliéner le monde occidental en prenant une telle décision? Le 14 mars 2022, à Rome, une rencontre est organisée entre Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, et le représentant du Parti communiste chinois, Yang Jiechi, pour répondre à cette question. What are the consequences for China if they do aid Russia? Well, I'm not going to get into specific consequences. I think what we have conveyed and what was conveyed by our national security advisor in this meeting is that should they provide military or other assistance that, of course, violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. But in terms of what those specifics look like, we would coordinate with our partners and allies to make that determination. Si la Chine affiche un semblant de neutralité dans ce conflit,
Washington reste persuadé que Pékin joue double jeu et soutient indirectement l'invasion en Ukraine. La preuve, ce mémo destiné au modérateur d'une plateforme vidéo, propriété du Parti communiste chinois, un mémo publié par erreur sur Weibo, le Twitter chinois, et qui démontre la volonté de Pékin d'utiliser le conflit en Ukraine dans sa guerre de l'information avec les États-Unis. Aucune publication ne doit être en défaveur de la Russie, et encore moins pro-occidentale. La rencontre entre Poutine et Xi Jinping lors des Jeux Olympiques en Chine, avant l'invasion de l'Ukraine, je pense qu'il venait informer Xi Jinping qu'il allait envahir l'Ukraine, obtenir sa bénédiction et son soutien, parce que s'il ne l'avait pas fait, il y aurait eu un retour de bâton. Dès le début de l'invasion russe en Ukraine, les médias chinois sont en réalité mobilisés et répètent inlassablement le même message. L'unique responsable du conflit, ce sont les États-Unis d'Amérique et leur politique d'expansion de l'OTAN aux frontières de la Russie. La soi-disant guerre entre la Russie et l'Ukraine est en fait une guerre entre l'Organisation de l'Atlantique Nord et la Russie. C'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis sont donc les coupables. L'OTAN est également à blâmer. Mais qui est derrière l'Ukraine? Derrière l'Ukraine se trouvent les États-Unis, l'OTAN, comme chacun devrait le savoir. En outre, le point de rupture initial n'était pas le 24 février. Les États-Unis et l'OTAN s'activaient déjà en Ukraine avant le 24 février. На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. Cette vidéo de Vladimir Poutine sur les soi-disant laboratoires d'armes chimiques américains en Ukraine est une des plus populaires de ce compte officiel chinois, suivi par plus de 160 millions de personnes. Россия в таком состоянии, жалком состоянии и униженном состоянии существовать не может. Ces discours alimentent naturellement la rhétorique anti-occidentale chinoise, exacerbent par la même occasion le nationalisme et surtout le sentiment anti-américain. Face à cette propagande, Washington décide de mobiliser ses alliés dans la guerre qui l'oppose à la Chine. Le 28 juin 2022, l'OTAN se réunit pour un sommet à Madrid, dans un nouveau climat de guerre froide. L'organisation transatlantique renaît. Pour le secrétaire général de l'organisation, 2 pays représentent désormais un véritable défi pour la paix mondiale dans les années à venir. This summit will take important decisions to strengthen NATO in a more dangerous and competitive world, where authoritarian regimes like Russia and China are openly challenging the rules-based international order. Signe de ce virage stratégique, 4 dirigeants de nations du Pacifique participent à ce sommet exceptionnel. Le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Si l'organisation garde aujourd'hui un œil sur l'Atlantique et sur l'Europe, elle ne s'y trompe donc plus. Les enjeux géostratégiques de demain, les risques pour la paix mondiale, se situent désormais à ses yeux dans la région Pacifique. La Chine est l'adversaire numéro 1 des États-Unis et est désignée comme l'ennemi numéro 1. L'Asie est donc le principal champ de bataille des États-Unis pour contenir la Chine et maintenir leur hégémonie sur le monde. Sur le champ de bataille asiatique, la victoire ou la défaite déterminera l'avenir de l'humanité. Sur ce site qui affiche en temps réel les vols d'aéronefs dans le monde, plus de 3 millions d'internautes vont suivre en direct le trajet d'un avion du gouvernement américain. Cet avion, c'est celui de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. L'anecdote pourrait être amusante si elle ne démontrait le caractère explosif
de cette visite sur le sol taïwanais. Let's just put it in perspective. Over 4 decades ago, the Taiwan Relations Act was built in building a strong bond between our two countries, advancing our shared interests of governance, economy, and security, while respecting the One China policy. Our solidarity with you is more important than ever as you defend Taiwan and your freedom. Ce double discours américain qui défend à la fois la politique de la Chine unique et Taïwan ulcère les Chinois les plus nationalistes. Les États-Unis sont liés à Taïwan par le Taiwan Relations Act. Les États-Unis ont toujours eu deux visages. C'est le show de Nancy Pelosi, le show du président, le show de la présidente de la Chambre des représentants, et ensuite on aura le show de la prochaine personnalité élue. Laissez-les se produire sur scène. Laissez les gens du monde entier regarder le grand spectacle. Regardez bien la nature insidieuse, rusée et méchante des Américains. Ce ne sont que des clowns. Ce n'est pas une première pour Nancy Pelosi. Ce message sur les valeurs qui opposent la Chine et les États-Unis, elle était déjà venue le délivrer 30 ans plus tôt, en 91, mais cette fois à Pékin, pour rendre hommage aux victimes du massacre de Tiananmen. À l'époque, elle était une simple élue du Congrès. Aujourd'hui, Nancy Pelosi est le 3e personnage de l'État américain. Mais son message de soutien est-il pour autant un engagement ferme à défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise? Pour Pékin, cette visite, c'est surtout la provocation de trop. Le jour de l'arrivée de Nancy Pelosi de l'autre côté du détroit, des chars prennent position sur les plages de la province du Fujian, sous les yeux ébahis des touristes chinois. L'armée de Pékin organise le plus important exercice militaire autour de l'île depuis 30 ans, avec des tirs de missiles balistiques, des survols à répétition de l'île et le déploiement massif de dizaines de bâtiments de guerre dans le détroit. Avec cette démonstration de force, la République populaire de Chine veut montrer qu'elle est capable d'isoler l'île du reste du monde. Va-t-elle pour autant aller au bout de ses projets d'invasion, avec le risque de se confronter à l'armée américaine et de faire basculer le monde dans la guerre? Ce qui se passe à Taïwan, c'est presque plus important que ce qui se passe en Ukraine, dans le sens où si Taïwan tombe, c'est la fin de la Pax Americana en Asie. Si les États-Unis devaient affronter la Chine continentale dans le détroit de Taïwan, avec la puissance militaire dont ils disposent aujourd'hui, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils en tireraient? Rien. S'ils viennent défier l'armée populaire de libération et s'ils perdent, l'hégémonie des États-Unis sur le monde disparaîtra complètement. Le plan de l'armée américaine suppose un engagement militaire direct pour la défense de Taïwan en cas d'invasion chinoise. La flotte américaine du Pacifique est structurée sur la base de cette éventualité. Ils s'exercent sur la base de cette éventualité. Ils sont préparés à cette éventualité. Par conséquent, pour nos amis de Pékin, supposer qu'il ne s'agit que d'un tigre de papier, je pense que c'est une très mauvaise conclusion. Pour moi, au cours des 25 dernières années, la Chine n'a pas été dissuadée d'un iota. Ils sont en pleine ascension et leur objectif stratégique, c'est de prendre Taïwan. Ils utiliseront la force militaire pour la prendre, à moins qu'ils ne soient convaincus qu'ils ne peuvent pas, et que s'ils tentent de le faire, ils en paieront le prix fort. La question des valeurs démocratiques veut dire quelque chose ici. Les États-Unis doivent rester un partenaire fiable pour la sécurité du monde. C'est ça qui est en jeu. Surtout si vous souhaitez être la superpuissance mondiale du XXIe siècle. Durant la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, l'affrontement a toujours pu être évité, et avec lui, le risque d'une troisième guerre mondiale. Sommes-nous en train de vivre le même scénario entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui? Rien n'est moins sûr.
car le monde en 30 ans est devenu plus changeant et plus imprévisible que jamais.